Élevage, agriculture, industrialisation, virtuelle, et puis. Je sais pas. Deux exemples, il y en a qui m'ont dit la conquête de l'espace, et il y en a qui m'ont dit les nanotechnologies, par exemple. C'est ce qui va être les deux grandes révolutions. Qu'en pensez-vous? Ah ben, moi, je prendrais le raisonnement un peu diversement. Mais oui, ce serait une évolution vers des sciences, la conquête de l'espace, je ne sais quoi, mais moi, ça commence d'abord par la préservation de l'agriculture, et puis la préservation de l'élevage, et pas nécessairement de manière écologique. Enfin, si, nécessairement la dimension écologique. Parce que le problème, alors ce qui est virtuellement envisageable, alors, ça peut être positif, mais il ne faut pas que ça massacre ce qui permet à l'humanité de vivre et même de survivre pour l'instant. Donc, agriculture, élevage, la manière dont la question est posée semble donner, ce sont des données acquises. Mais pas du tout. L'élevage et l'agriculture sont en train soit de régresser, soit de nourrir que les privilégiés, soit de transmettre des maladies. Voilà. Et le virtuel, je ne peux pas vous dire ce qu'il sera. Ce que je peux imaginer, c'est ce qu'incarnera ce virtuel risque d'aboutir à une régression sur le minimum vital de l'humanité, qui est l'autosuffisance. Voilà. Alors, on peut me dire que les plantes transgéniques vont permettre de mieux nourrir l'humanité. Je ne suis pas suffisamment connaisseur j'ai compris que, par exemple, pour la culture du blé, ils ne replanteront pas du blé à partir de leur récolte, mais ils sont obligés d'acheter des semences, pour moi, c'est plutôt une régression. Mais comment imaginer ce que le virtuel donnera? Ça fait plutôt peur, hein, le virtuel, parce que les évolutions actuelles, par l'informatique en particulier, ça crée une société quand même. Ce qui est difficile, c'est comment résister à cette évolution quand on pense qu'elle est régressive. C'est ça qui est devenu très difficile. Moi, je vois quand j'ai fait mes débuts informatique et liberté en 66 au Conseil de l'Europe, puis quand j'ai dirigé la CNIL, il y avait sur Facebook, certaines utilisations de Facebook, il y aurait eu des tollés, des comités. Ils sont nés avec. Nous, quand on est nés, ils étaient plutôt contre nous, alors on réagissait. Le virtuel, c'est difficile de s'organiser quand il y a un réel déviance. Et en imaginant que c'est déjà une espèce d'acquis qui s'abîme, comme élevage, l'agriculture et même l'industrialisation, qui est un acquis qui nous abîme, qui nous pollue, le virtuel en est déjà là, en fait, en très peu de temps. Et qu'est-ce qui se passera après? Sauf que vous n'auriez pas dit ça il y a 10-15 ans, parce que la prise de conscience écologique, pour employer un mot réducteur, a pris une ampleur depuis 3-4 ans énorme. Et avec les drames de la planète, climatiquement, le pétrole, tout ça, je pense que ça va aller en augmentant cette prise de conscience. Et là, la lutte contre les lobbies va s'organiser de plus en plus, c'est clair. Regardez Monsanto, BP actuellement, évidemment, il y en a qui commencent à parler de crime contre l'humanité. Il faudrait peut-être créer une nouvelle catégorie juridique. Mais ça montre la gravité de ces comportements contre l'humanité. Et donc, à votre avis, comment allons transiter? Vers quoi allons-nous transiter? Par le positif et le négatif de ces quatre phénomènes, qui sont, comme on dit, des acquis qui s'abîment, vers quoi transitons-nous? Quelle est la prochaine grande étape? Moi, je suis très inquiet parce que la logique cartésienne, je puis dire, serait de dire que les progrès de la science et de la recherche
vont plutôt aboutir à plus de bonheur qu'à moins de bonheur. Mais on constate qu'ils engendrent plutôt des malheurs. La bombe atomique, hein, c'est commencé comme ça. Bon, les dégâts actuels, la fuite de pétrole, donc si on ne la ferme pas, si ça dure 20 ans, est-ce qu'on va la retrouver dans la Manche, la nappe de pétrole? C'est l'inconscience, je dis l'inconséquence, mais l'inconscience par exemple des déchets nucléaires. On voit ça sur un demi-siècle, mais attention, il faut voir ça sur 10, 15, 20 siècles peut-être. Donc je suis pessimiste. Tant que la prise de conscience populaire, non manipulée, va réagir contre ces lobbies qui peuvent être même des lobbies de bonne foi, ils peuvent y croire. Moi je pense à des amis du CNRS, ils ont peut-être raison, mais ça fait peur. Enfin, je ne parle pas du CNRS, mais de l'INRA. Donc, je ne peux pas répondre plus. Pour les Je m'interroge, mais... Pour les déchets nucléaires, on parle de 250 000 ans. On parle même de programmes pour être sûr que les humains n'oublient pas où ces stocks seront et que ça ne devienne pas de l'archéologie. J'espère bien, oui. Parce que si en plus, c'est comme les fosses communes dans les génocides, on ne sait pas où elles sont. Mais ça, c'est une chose qui m'a... Je crois que je vous avais raconté, c'était le premier dépôt de déchets nucléaires dans le golfe du Lion. J'étais à la direction des affaires civiles. Je me souviendrai toute ma vie. C'était un mardi, veille du Conseil des ministres. C'était un décret, je crois. Il s'agissait de stocker des déchets nucléaires dans des gros cubes de béton qui étaient immergés dans le golfe du Lion. Et là, vers 15h, parce qu'on prépare les fiches pour le ministre, du Conseil des ministres, et là j'ai eu subitement une espèce d'éblouissement catastrophique. Et j'avais encore des enfants très jeunes. Je me suis dit, mais je suis là, je prépare, j'examine juridiquement ce décret qui va balancer des déchets nucléaires sans se poser la question de l'éternité. Et là, ça m'a... C'est bizarre, ça me revient d'un seul coup. Et j'ai presque eu un problème de conscience. J'avais l'impression d'être complice de... Bon, j'ai un petit gribouillot, je ne pouvais pas beaucoup... Je venais d'être rentré au ministère depuis à peine 6 mois, mais ça m'a... Il doit y être encore, hein, dans le golfe du Lion. Il sera dans combien de temps? Est-ce qu'il va fuir? Et c'est un petit truc. Alors vous imaginez, ils n'ont pas... Ça aussi, ça rejoint la réflexion sur la religion. Il doit y avoir une conception laïque de l'éternité, si vous voulez, hein, par rapport à la question qu'on se pose. C'est très difficile pour l'humain de se projeter sur l'éternité. Mais là d'où on vient, c'est une forme d'éternité. Hein. On ne sait pas... Quand vous lisez dans la presse qu'ils viennent d'avoir un ADN de quelqu'un qui était l'homme de je ne sais quoi, qui était né il y a 1 million d'années, même je ne leur demande pas de raisonner sur l'éternité laïque, mais au moins sur 1 million d'années. Et quand on voit l'évolution de ce que j'étais moi dans mon enfance à 12 ans, et de ce à quoi sont confrontés mes petits-enfants à 12 ans, quel monde a changé. Moi, je voyais encore traire des vaches. Vous êtes né et vécu toute une carrière sans ordinateur et aujourd'hui, vous ne pourriez pas faire sans, quoi. Alors ça, je reconnais que c'était alors particulier, ça donne... C'est-à-dire qu'il y a le meilleur et le pire. Sur l'ordinateur et le lien social, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, on voit bien toutes les controverses qu'il y a actuellement sur Facebook, où, parce que moi je vois dans des très jeunes que je connais, vers 10-12 ans, c'est naturel de se donner dans le site avec sa photo. Tout. Mais enfin c'est classique, la presse a fait plein de reportages, on prend des photos à soir de fête, tout ça, et puis 20 ans après on est... Parce que là, pour les recherches d'embauche, bah, c'est simple, hein, quand je vais
je suis invité à une conférence, je ne sais quoi, je vais tout de suite regarder sur Facebook qui sont les gens avec qui je vais être. Alors, les recrutements à l'embauche, oui, mais ceci dit, globalement, pour l'instant, on devrait avoir quelque part. Une chose qui m'a toujours fasciné au sens d'interpeller, que j'ai écrit d'ailleurs dans une revue à l'époque professionnelle quand j'étais à la CNIL, c'est que moi j'étais juriste et on cherchait, et on cherche encore des parades juridiques au fichage, globalement. Et je me disais, mais, et ça commence dans certains cas, on est capable d'envoyer les gens sur la Lune, etc. Là, comme la solution, elle doit venir des informaticiens. On doit pouvoir, dans un programme, rendre des choses impossibles. C'est compliqué. Mais il y a maintenant quand même une évolution en ce sens. Qu'on me fiche, oui, mais à condition que j'ai la compétence exclusive sur mon fichier. Par exemple, que personne d'autre. Mais si je suis le seul à en avoir le contrôle, elle perd énormément de sa valeur marchande, parce que les données réunies permettent des profils de personnes qui sont ensuite. C'est de la marchandise, ça se vend. En tout cas, en conclusion, on pourrait dire que tous ces outils pourraient être que beaux si on se comportait bien. Non, que si la conjonction, je parle sur l'informatique côté fichage, si la conjonction des informaticiens et des juristes trouve des solutions qui empêchent les régressions. Ou les abus, oui. Est-ce que c'est possible? Techniquement, ça doit l'être. C'est la volonté politique. Il y a tels enjeux. Mais en même temps, je me dis que celui qui va découvrir le procédé et qui va le déposer, dans un deuxième temps, il fera fortune. Exact. C'est un espoir, pas une certitude.